projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique. Aujourd'hui, direction le fleuve Congo et ses enjeux environnementaux, mais aussi la Zambie et le défi de la santé mentale pour les plus anciens. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Le fleuve Congo, c'est pour lui plus qu'une mission, un véritable sacerdoce environnemental qui l'a amené à créer un événement à la fois scientifique, politique et festif. Quel avenir pour le plus grand fleuve d'Afrique que partagent 450 ethnies? Réponse avec Vincent Kounda, le président de l'association Congo River, se bat contre l'impuissance et l'indifférence envers ce trésor de l'humanité. Il est notre invité du jour. Avec l'ONG Congo River, nous voulons célébrer d'abord ce grand fleuve, ce grand patrimoine mondial, mais aussi on ne peut pas célébrer un patrimoine mondial qui est pollué. Donc nous entrons directement dans la protection de ce fleuve avec des actions que nous allons échanger. Halte à la stigmatisation des malades. En Zambie, une association lutte pour sensibiliser la population à la réalité de vivre avec la maladie d'Alzheimer ou la démence. Certaines personnes ne viennent pas nous rendre visite. Ils avaient peur. Même les voisins ont cessé de demander ou de venir la voir parce qu'ils pensent qu'elle est devenue folle. Certains disent que c'est une folle, d'autres que c'est une sorcière. On est donc traumatisés et stigmatisés. Comment une activité source de revenus peut précipiter un désastre environnemental? Cap sur le bassin du Congo où la pratique de fumage des poissons menace les forêts. Au niveau de la pêche, il y a des jours où il y a beaucoup de poissons qui sortent. Mais parfois, quand ils évacuent pas tous ces poissons-là, automatiquement, il faut fumer ces poissons. Pendant longtemps, on a associé cette maladie à la sorcellerie, une grave erreur puisque les personnes âgées qui se comportent étrangement et perdent la mémoire sont fréquemment atteintes d'une maladie neurologique. Une récente étude montre que la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire progressent en Afrique au même rythme que le vieillissement de la population. En Zambie, une organisation a pris en main la sensibilisation et espère attirer l'attention des autorités sur cette condition et éviter la stigmatisation des malades. Un reportage de Joshua Gère. Elle cueille des oranges pour ses 3 petits-enfants. Solomé Chiri, fonctionnaire à la retraite vivant à Lusaka en Zambie, a un jour perdu la mémoire alors qu'elle conduisait dans l'une des banlieues de la ville. Je venais de la Township Garden Compound. J'allais donc au quartier d'Olympic Park pour essayer d'arriver à Shinama. Puis, en chemin, je ne savais pas où j'étais. J'ai donc arrêté la voiture dans une église. Je me suis garée là en attendant que la mémoire me revienne. La perte de mémoire est un symptôme évident de la démence, mais dans une société qui n'est pas sensibilisée à cette maladie, perdre la mémoire en public peut avoir des conséquences désastreuses pour les personnes âgées, et c'est le cas en Zambie. Lorsque des membres du public voient une personne âgée errer sans but ou tourner au ralenti dans un endroit où elle n'est pas connue, ils peuvent la soupçonner de pratiquer la sorcellerie, et elle peut finir victime de violences et d'insultes. La mère de Rachel Shankwaya a ainsi longtemps souffert de démence. Les voisins la soupçonnaient souvent d'être une sorcière parce qu'elle se comportait bizarrement et avait du mal à s'alimenter. Vous savez, cela a été très traumatisant, surtout pour moi, parce que je me suis occupée d'elle pendant 3 ans. Chaque jour, nous la voyions décliner, elle ne mangeait pas et nous nous demandions ce qui lui arrivait. Et à cause de cela, certaines personnes ne viennent pas nous rendre visite. Ils avaient peur. Même les voisins ont cessé de demander ou de venir la voir parce qu'ils pensent qu'elle est devenue folle. Certains disent que c'est une folle, d'autres que c'est une sorcière. On est donc traumatisés et stigmatisés. Rachel Shankwaya est membre d'une organisation appelée Maladie d'Alzheimer et démence apparentée en Zambie. L'association compte 11 membres du conseil d'administration et 59 membres représentés dans 4 villes du pays. Elle est composée de soignants et de neurologues qui souhaitent sensibiliser le public à la maladie d'Alzheimer et aux démences tout en offrant aux patients les meilleurs soins de santé possibles. Vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de ce forum. Nous avons un groupe sur Facebook. Nous avons également un groupe WhatsApp composé de médecins neurologues.
Ce sont eux qui nous aident. Si vous avez des patients, nous les emmenons voir ces personnes qui nous aident à comprendre cette maladie et à prendre soin de nos proches. À l'hôpital général de Chipata, à Lusaka, 3 clients sur 10 lors d'une consultation hebdomadaire de neurologie présentaient des troubles liés à la démence. Le docteur Moses Mata, membre de l'association Maladie d'Alzheimer et démence apparentée en Zambie, reconnaît que les statistiques sont rares en Afrique. Nous ne disposons pas de beaucoup de données locales sur la démence, mais nous savons qu'il y a actuellement plus de 55 millions de personnes atteintes de démence dans le monde. Ce nombre devrait tripler d'ici 2050 et la plupart de ces personnes se trouveront dans les pays comme la Zambie, des pays à revenus faibles ou moyens. Nous savons donc que les cas existent, mais nous nous efforçons de les compter afin de savoir quels sont les chiffres réels. En Zambie, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux montrent des personnes âgées battues ou brûlées à mort parce qu'elles étaient soupçonnées de pratiquer la sorcellerie. Il y en a beaucoup. Et en raison de notre culture, de notre organisation, c'est l'explication la plus facile que les gens peuvent trouver pour dire « Si je trouve une personne âgée qui se promène nue au milieu de la nuit, c'est qu'elle doit être une sorcière. » Ils ne se rendent pas compte que cela fait partie de ce qui se passe dans le cas de démence. Les gens sont donc accusés d'être des sorciers. Ils se perdent, ils errent, ils ne savent plus qui ils sont. Les gens sont alors battus. Nous avons entendu des histoires de personnes menacées d'être brûlées, toutes sortes d'histoires désagréables, et même des personnes, dans certaines régions, ont été tuées à cause de ces accusations. Parfois, les gens sont amenés par de bons samaritains qui les sauvent de la foule ou par la police. Ce sont les histoires que nous entendons le plus souvent. Les membres de la famille les négligent, ils abandonnent leurs proches à cause de la sorcellerie. Pour dire, c'est une sorcière, même si c'est de mon parent qu'il s'agit, je ne peux pas m'en occuper. Alors, ils les abandonnent. Le docteur Mata et ses collègues de l'association souhaitent qu'à l'avenir, le gouvernement mette en place des campagnes visant à lutter contre la stigmatisation associée à la démence. Dans notre pays, nous devons reconnaître que la démence est un problème chez nous, en Zambie, et que c'est un problème qui va affecter les soins de santé et leurs coûts. Les personnes atteintes de démence peuvent être diagnostiquées à l'âge de 65 ans et vivre avec jusqu'à 89 ou 90 ans. Et elles auront besoin de soins de santé. Il faut donc reconnaître l'existence de la démence en Zambie et faire preuve de détermination en se dotant d'un plan national de lutte contre la démence. La Zambie s'est engagée à mettre en place ce plan national, mais elle n'a pas encore agi en ce sens. Ce plan décrira clairement la manière dont nous nous occuperons des personnes atteintes de démence, comment nous financerons les soins de santé et l'aide sociale pour ces patients. Quant à Salomé Firi, son expérience de perte de mémoire en pleine conduite lui a fait une belle frayeur. Heureusement, elle a eu la sagesse d'arrêter la voiture et d'attendre que la mémoire lui revienne. C'était effrayant. C'est pour cela que je me suis arrêtée, car si j'avais continué, je me serais perdue. Se perdre est le lot de nombreuses personnes atteintes de démence. L'association Maladie d'Alzheimer et démence apparentée en Zambie demande au gouvernement et à la communauté d'accorder plus d'attention à cette maladie. Objectif, prévenir les risques de meurtre de ces personnes âgées atteintes de démence parce qu'elles sont soupçonnées à tort de pratiquer la sorcellerie. C'est le moment de retrouver notre invité du jour. Vincent Kounda vit pour le fleuve Congo, mais ce gigantesque écosystème africain est aujourd'hui menacé par la pollution industrielle et domestique. Un obstacle à son développement touristique et économique, d'où le choix de cet artiste d'élaborer une approche holistique des défis du fleuve à travers un festival annuel, à la fois rencontres scientifiques et événements festifs. Il s'agit d'entamer un dialogue entre les décideurs tout en sensibilisant les riverains du fleuve. À quelques semaines de l'édition 2023 qui se tient le mois prochain à Muanda, à l'ouest de la RDC, il s'est confié à Laurence Strass et Thierry Schiller. Valoriser et protéger le fleuve Congo, c'est la mission que vous vous êtes fixée depuis 2011 avec votre association Congo River. Alors tout d'abord, quelle est la situation exacte du fleuve Congo ? Alors, le fleuve Congo, c'est un grand fleuve, comme vous devez normalement le savoir. C'est le deuxième plus grand fleuve du monde, après l'Amazone, en termes de potentialité énergétique. C'est le deuxième fleuve le plus long de l'Afrique, après le Nil.
Et en termes par rapport au pays, au Congo, c'est la colonne vertébrale de la RDC. Donc ce fleuve traverse pratiquement toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Si c'est pas lui-même, ce sont ses affluents. Donc c'est quand même un fleuve très important parce que ça sert de mobilité, ça sert d'identité d'ailleurs culturelle. Le Congolais, je pense que son symbole c'est ce fleuve-là parce que nous partageons avec 450 ethnies. Ce que nous partageons en commun avec toutes ces ethnies, c'est ce fleuve-là. Mais nous avons un problème aujourd'hui de pollution, d'un civisme écologique aussi auprès de la population et aussi d'un manque de politique, de gestion environnementale et qui met ce fleuve en danger parce que ça commence par des rivières, les rivières qui sont polluées et ce sont les rivières qui alimentent le fleuve et ces rivières polluées alimentent un fleuve, c'est un fleuve pollué. Alors avec l'ONG Congo River, nous voulons célébrer d'abord ce grand fleuve, ce grand patrimoine mondial, mais aussi on ne peut pas célébrer un patrimoine mondial qui est pollué. Donc nous entrons directement dans la protection de ce fleuve avec des actions que nous allons échanger. De quels moyens disposez-vous pour cet agenda au sein de votre organisation Congo River ? Alors du coup, le travail est énorme. Nous devons aussi sensibiliser le grand public. Et souvent, ce grand public-là n'a pas d'information, n'est pas conscient de l'impact qu'ils ont vis-à-vis à la nature, vis-à-vis aux eaux, parce que quand on jette les déchets ménagers, tout ça, la destination souvent c'est les rivières, la destination souvent c'est le fleuve. Donc nous avons un festival où nous demandons aux artistes, aux musiciens engagés de venir célébrer le fleuve, ce grand fleuve qui mérite d'être célébré, mais aussi de sensibiliser le grand public à adopter des comportements éco-responsables face à nos cours d'eau. Mais il y a aussi d'autres activités comme pêcheurs de plastique où nous travaillons avec les pêcheurs, ramasser des bouteilles en plastique parce que il y a maintenant plus de plastique dans le fleuve que de poissons parce que le poisson ne peut pas se développer dans un espace où il y a la pollution et il y a d'ailleurs d'autres poissons quand vous pêchez vous retrouvez du plastique à l'intérieur et nous travaillons ensemble, nous ramassons ces bouteilles et nous allons les donner chez les sociétés où on recycle le plastique pour donner une seconde vie à la bouteille plastique. Donc voilà. Vous l'avez dit, l'origine de cette pollution du fleuve Congo, c'est la pollution des rivières affluentes, plastique, activités minières. Que peut faire la société civile congolaise pour lutter contre ces intérêts économiques ? Donc voilà, nous avons plusieurs sortes de pollution. Nous avons la pollution plastique, la pollution minière. Par rapport à la pollution plastique, on a beaucoup de sociétés qui font des jus, tout ça, et les emballages, c'est plus du plastique. Mais c'est tellement énorme, on n'a pas une politique vraiment adéquate de recyclage du plastique, et toutes ces bouteilles se retrouvent dans les caniveaux et en direction du fleuve. Alors dernièrement, même en décembre, nous avons eu une situation où on a eu plus de 10 morts après la pluie parce que l'eau ne savait pas où passer, donc ça causait des décès. Alors par rapport à la pollution industrielle, nous avons aussi, parce que vous savez que le Congo, à l'est, nous avons des grandes industries sur le mine, sur le coltan, sur l'or, tout ça. Et toutes ces sociétés, de fois, ont tendance à déverser aussi leurs déchets sur le fleuve. Donc, nous tirons encore la sonnette d'alarme auprès des décideurs pour qu'ils aient un peu, qu'ils renforcent un peu la sécurité par rapport à toute cette pollution industrielle et surtout de faire respecter la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que dernièrement, on a eu aussi encore en 2021, si je ne me trompe pas, il y a eu la rivière Chikapa qui a été polluée par une société pétrolière. Ils ont déversé leurs déchets et toute la rivière
a été transformée. Il y avait des maladies parce que les populations riveraines se servent de cette eau-là pour se laver, pour boire, et on a eu des problèmes de peau, tout ça auprès de populations. Donc vraiment, nous demandons au gouvernement, parce que nous ne pouvons que nous tourner vers le gouvernement, de prendre ses responsabilités pour que les responsabilités sociétales puissent être respectées auprès des industries. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Au Congo, la forte demande en charbon est une source majeure de déforestation. Mais il ne s'agit pas seulement de se chauffer et de cuisiner au quotidien. Le fumage traditionnel de poissons peut aussi constituer une grande menace pour la forêt. Cette activité florissante nécessite en effet de plus en plus de bois. Résultat, dans le bassin du Congo en général et en République du Congo en particulier, le fumage traditionnel de poissons accélère la déforestation. Enquête à Pointe-Noire de Jean-David Miamlé et Brice Quinault. Voici un hareng fumé, le fameux makwala, un poisson très prisé au Congo. Sa production est intrinsèquement liée à l'exploitation de la forêt. Le bassin du Congo, c'est 268 millions d'hectares de forêt, c'est-à-dire 70% de la couverture forestière d'Afrique et 6% de la surface forestière mondiale. Les forêts de la République du Congo occupent un peu plus de 10% de la couverture forestière du bassin du Congo, soit 22 410 682 hectares, d'après le partenariat des forêts du bassin du Congo. La production du makwala a déjà ruiné la mangrove au large de Pointe-Noire. Il faut désormais prélever du bois dans les forêts environnantes, comme dans le Mayombe ou le Kwilu. Par un hectare, je peux avoir peut-être 700 bois, peut-être 1000. Ça peut descendre par 250 ou par 500, 700. Mais plus sûr, en un mois, je peux faire 3000 mètres sur 100. La législation congolaise n'aborde pas encore la question des petits exploitants forestiers, pourtant très dynamiques. Ignorés des services des impôts notamment, ils évoluent encore dans l'informel avec une simple tronçonneuse comme principal actif. Je préfère, c'est mieux acheter provisoirement, parce que provisoirement, comme tu achètes, il y a une durée de 3 ans. Le temps que tu vas exploiter vos bois qui se trouvent dans la forêt, ça pourrait aussi vous permettre en moins d'1 mois d'aller encore réacheter une deuxième brousse pour pouvoir tourner. Cet exploitant forestier dit avoir acheté 1 hectare de terrain à 1 million de francs CFA, environ 1 500 €. Il précise que sa démarche a consisté dans un premier temps à obtenir un long bail de 3 ans chez un chef de village. Ensuite, les revenus engrangés avant la fin du bail permettent d'acheter définitivement un ou plusieurs autres lopins de forêt et de continuer ainsi le cycle d'exploitation. À l'observation, il y a un lien étroit entre quantité de poissons à fumer et exploitation de bois. Pour 20 caisses de poissons, on utilise le contenu en bois de 2 tricycles quand c'est bien chargé. On commence le fumage de poisson le matin pour finir vers 17h et 18h. Le temps d'étaler, de retourner les poissons sur les fours, c'est un travail difficile. Tout est fonction de la quantité et de la grosseur du poisson. Quand il s'agit de gros poissons, ça consomme assez de bois. Mais quand ce sont des petits poissons, ça consomme moins de bois. Les représentants de la société civile mettent en garde contre une exploitation imprudente de la forêt.
Au niveau de la pêche, il y a des jours où il y a beaucoup de poissons qui sortent. Mais parfois, quand ils évacuent pas tous ces poissons-là, automatiquement, il faut fumer ces poissons-là. S'il y a beaucoup de poissons à fumer, on doit utiliser beaucoup de bois. Et si on utilise beaucoup de bois, donc on a coupé beaucoup de bois dans les forêts. Et si on a coupé beaucoup de bois, ça devient un danger pour l'humanité. Parce que vous le savez que moi, aujourd'hui, la forêt joue un rôle très important pour notre survie. Parce que la forêt essaie d'emmagasiner les gaz carboniques pour émettre l'oxygène. L'on ne sait pas avec exactitude la quantité de bois prélevé pour le fumage de poissons. En 2007, une étude de la Banque mondiale révélait qu'un habitant du Congo utilisait 1 mètre cube de bois par an pour une production totale de 100 millions de mètres cubes, la moitié étant destinée au bois de chauffe. Des solutions existaient déjà, comme par exemple des fours à fumer du poisson, des fours importés ou fabriqués localement. Ça peut fumer autour de 300 kg de poisson par heure. C'est le temps de fumaison qui est beaucoup plus court. Ici, en 1 heure, on peut déjà avoir des produits fumés et séchés. Par contre, avec les techniques de fumage traditionnelles, vous savez, ça prend des jours. Tout le défi est de vulgariser et de financer ces trouvailles afin de préserver durablement les forêts du bassin du Congo. Et nous retrouvons Vincent Kounda, le président de l'association Congo River. Il évoque l'engouement naissant de la jeunesse congolaise pour le fleuve et appelle à une meilleure concertation contre les intérêts industriels pollueurs. Écoutons-le. Vincent Kounda, vous êtes aussi un artiste. Comment vous est venue l'idée de défendre le fleuve Congo? Alors, voilà, à la base, je suis un artiste. J'avais toujours ce souci de créer un festival de musique. Au départ, je voulais faire un festival de musique latino parce que vous savez que la musique congolaise, on dit que cette musique est partie de l'Afrique vers les Antilles avec la déportation des Africains et c'est parti vers les Antilles et c'est revenu en forme de salsa, tout ça. Mais les rythmes, tout ça vient de l'Afrique, c'est ce que on dit. Alors j'avais voulu faire un festival dans ce sens-là, mais une fois en mangeant avec des amis sur le fleuve Congo, qui est impressionnant, j'ai vu comme une vision de voir une scène autour du fleuve et un festival autour du fleuve. Et j'ai dit aux amis, mais on a un grand fleuve, ce grand fleuve, si on peut valoriser ce fleuve, si on peut célébrer ce fleuve, ça serait une très bonne chose. Et c'est parti de là. J'ai eu cette idée et l'idée a commencé à germer. Mais en travaillant sur l'idée, on a vite compris les enjeux liés à ce fleuve, dans les enjeux environnementaux, les enjeux écologiques, les enjeux économiques même, parce que nous pouvons créer toute une économie autour de ce fleuve-là. Parce que il y a le transport, on peut développer le transport qui peut donner de l'emploi à des privés en mettant des canaux rapides, tout ça. Mais ce fleuve-là peut aussi nourrir le Congolais. Parce qu'il y a autant de poissons, nous avons la pêche artisanale, mais nous pouvons développer une pêche industrielle. Et ça va servir à donner à manger aux Congolais. Et ça peut servir encore, ce fleuve-là peut servir de tourisme. On peut créer des hôtels, on peut créer des péniches comme on le voit ailleurs autour de ce fleuve. Donc, vraiment, il y a des enjeux économiques énormes autour de ce fleuve, sans compter l'énergie, parce que c'est le deuxième plus grand fleuve du monde en termes d'énergie. Et quand on parle développement, industrialisation, on ne peut pas parler de développement et industrialisation sans énergie. Et ce fleuve-là, encore, nous donne cette possibilité d'avoir de l'énergie d'ailleurs propre, parce que ce n'est pas de l'énergie nucléaire ou fossile, c'est de l'énergie propre. Donc, quand nous avons compris tous ces enjeux, on a dit que nous ne pouvons pas rester dans l'aspect célébration. Nous devons aussi avoir ce cadre scientifique où nous allons traiter de ces enjeux pour le bien socio-économique des Congolais et des Africains, parce que ça peut servir aussi aux Africains. Mais quand même, l'une des originalités de votre événement, c'est cet axe musical festif, joyeux, que vous avez quand même conservé.
très présent dans votre démarche. Comment ça se traduit? Alors, nous pensons que la musique a une force. L'art, en général, a une force parce que nous travaillons aussi avec des comédiens, nous travaillons aussi avec des peintres. Nous pensons que ça a une force et nous pouvons atteindre facilement le grand public par la force de l'art et de la culture. Alors, les enjeux sont multiples, vous l'avez dit, environnementaux, économiques, culturels. Comment réagit la population congolaise? Que veulent finalement les habitants du fleuve Congo? Alors, beaucoup de Congolais ne connaissaient vraiment pas le potentiel de ce fleuve-là. Et d'ailleurs, si vous venez à Kinshasa, vous allez constater que la capitale donne le dos au fleuve. Et il y a des Congolais qui ont grandi, mais sans pour autant faire une randonnée sur le fleuve, qui est dommage. Et quand nous parlons de la richesse de ce fleuve, de l'importance de ce fleuve, nous avons été très surpris de voir l'engouement. On avait lancé un concours de poésie pour les jeunes qui s'appelle « Dans les méandres du fleuve Congo ». Nous l'avons fait sur les réseaux sociaux et nous étions surpris de voir plus de 10 000 élèves proposer des poèmes pour le fleuve Congo, mais on n'avait retenu que 5 poèmes. Mais cette expérience nous a appris que le Congolais n'avait peut-être pas l'information sur ce fleuve-là. Et nous sommes contents d'être cette structure qui donne l'information sur ce fleuve-là, parce qu'il faut aussi noter que l'eau douce aujourd'hui est une ressource qui devient de plus en plus vulnérable. Donc, le Congo représente 57% de réserves d'eau douce de tout le continent africain. C'est énorme. Donc, nous devons être conscients pour garder ces eaux en qualité qu'en quantité. Et voilà, nous sensibilisons cette population, les jeunes surtout, parce que nous disons que les jeunes, c'est eux les décideurs de demain. Donc, nous avons beaucoup d'activités par rapport aux jeunes, notamment le concours de poésie. Et avec une ONG suisse, nous organisons une activité au Congo, où il y a une formation de recherche participative avec les jeunes, avec les non-scientifiques. On les apprend un peu le réseau hydrographique du Congo, le pH et beaucoup de choses. Mais nous pensons que les jeunes, c'est eux les décideurs de demain et ils doivent être sensibilisés à la base. Donc c'est une sensibilisation à la base. Dans certains pays comme le Nigeria, les ONG n'ont pas hésité à convoquer les sociétés polluantes devant les tribunaux. Est-ce que cette sensibilisation qui se dessine au Congo, est-ce que vous la voyez aboutir à des associations locales et la population congolaise devenir plus agressive sur ces enjeux ? Nous pensons que nous devons aller dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, c'est un civisme écologique est en train de tuer les gens. Nous sommes une force, nous pouvons changer les choses, mais la personne qui a le devoir de mettre en place une politique environnementale de gestion de déchets, vous savez, Kinshasa, c'est plus de 15 millions d'habitants, et pour une ville, une mégapole avec plus de 15 millions d'habitants sans une politique de gestion de déchets, eh ben, c'est la catastrophe. Donc, nous sommes là en tant que société civile pour tirer la sonnette d'alarme, mais s'il faut aller en justice contre toutes ces sociétés, parce que nous parlons maintenant des vies humaines, si nous devons aller en justice, eh ben, j'appelle toutes les ONG à venir s'associer pour voir comment nous pouvons aller en justice contre ces inciviques écologiques. Vincent Kounda, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Vincent Kounda ainsi que nos émissions sur notre site africaoner.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.